Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ma première question est toujours la même. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez répondre dans le chat. Oui, super. Oui, Pauline. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour Emmanuel. Bonjour Isabelle. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière conférence avant la pause estivale. On est en train de réfléchir sur la possibilité quand même de programmer quelques rencontres cet été sur d'autres sujets. Mais ce focus, eh bien, c'est le deuxième après le marché américain. Et vous allez voir, peut-être qu'on va échanger après. Je vais vous proposer dans les limites du possible, une intervention de 40 minutes, même si un focus, normalement, c'est très court. Et peut-être qu'après, on pourra échanger. Il y a énormément de données. En travaillant, en fait, sur ce focus, j'ai identifié énormément de choses que j'ai essayé de classer avec un concept. Et c'est ce que je vais vous proposer. Enfin, il y en a plusieurs des concepts, mais en tout cas, il y a peut-être une idée clé qui va pouvoir nous servir de fil rouge pour essayer de comprendre comment peut-être travailler au Japon, diffuser son œuvre au Japon, en tout cas comprendre le fonctionnement des marchés japonais de l'art, même si le titre, c'est le marché japonais. Alors, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas regarder les questions dans le chat, je vais me concentrer sur la proposition que j'ai à vous faire, et puis après, on peut échanger. Alors, peut-être que pour commencer, il faut peut-être revenir en arrière avec cette œuvre. Cette œuvre qui, contre toute attente, peut-être n'est pas très japonaise, en tout cas dans l'imaginaire que, en France, on peut se faire d'une certaine représentation de l'art au Japon. Et pourtant, cette œuvre est japonaise, elle fait partie d'un courant qui s'appelle le Nanban, c'est-à-dire un art inspiré de sujets des barbares du Sud, désignant en réalité les Portugais. Et ce qui est intéressant sur cette œuvre, c'est qu'elle exprime bien en fait toute la dichotomie, en tout cas je dirais la séparation, le dialogue qu'il y a entre un art japonais traditionnel et un rapport à l'Occident qui a structuré aussi l'art au Japon, de même que finalement le monde occidental a été influencé et est toujours influencé par le Japon. Il y a donc une interpénétration sans pour autant une substitution, c'est-à-dire que l'art occidental ne s'est pas substitué au Japon, à l'art japonais. Il y a eu des formes, et peut-être que cette première forme d'influence directe, c'est ce que l'on voit devant nous. C'est une œuvre qui est sur un paravent, donc ça, on retrouve énormément de paravents dans l'art japonais, qui utilise la laque. Donc ça, c'est aussi très, très important dans l'art japonais. On reviendra qu'il y a quand même plus qu'une survivance, hein, un art traditionnel qui est encore très présent sur des techniques et des médiums. Et c'est un des critères de la sensibilité japonaise. Et des sujets, et là on le voit, des sujets de peinture qui ne sont pas japonais. Ainsi, l'échange est peut-être le meilleur moyen de comprendre le marché. Et en cela, je me réfère peut-être aussi à Aby Warburg, qui explique la chose suivante, et qu'on va essayer on va faire ces mots nôtres pour essayer de déconstruire, en tout cas analyser le marché japonais, et notamment, on va le voir, sa sensibilité. Pour Aby Warburg, l'œil et la main de l'artiste se forment au contact des œuvres qui le précèdent, dans la confrontation avec de multiples formes symboliques et culturelles préexistantes, qu'elles soient sacrées, savantes ou profanes. Ce que veut dire Aby Warburg, qui est le père de l'iconologie au début du XXe siècle, et ces mots sont reformulés dans le Publi Dictionnaire Huma, à l'article de l'Atlas Mnémosyne, qui a été republié dans les années 2000, mais qui en réalité date du début du XXe siècle. Alors, ce que dit Warburg, c'est finalement que les artistes se sont inspirés
des œuvres qui les précèdent et aussi, évidemment, on peut le voir aussi de la société, comme c'est le cas du paravent que l'on a vu, de l'art Namban. Donc, c'est un style qui prend en compte les sujets occidentaux. Alors, cet échange et ce dialogue, je dirais, entre des formes occidentales et des formes japonaises au sein du marché japonais, il existe, on l'a vu depuis le XVIIe siècle, mais en réalité, il se structure de manière très claire au XIXe siècle, à l'ère Meiji, qui est l'ère de l'occidentalisation. Pourquoi c'est important de faire un petit rappel historique? Parce qu'on va le voir, c'est encore très, très structurant dans les échanges que l'on peut avoir ou dans les résidences d'artistes, on va en reparler beaucoup, que l'on peut faire au Japon. Alors, il y a la notion de beaux-arts avec le terme, et vous m'excuserez s'il y a des nipponisants dans la salle, dans l'audience, de bijutsu, qui veut dire beaux-arts, qui n'existait pas avant. Et c'est intéressant parce que, au fond, avant le 19e siècle, les arts, on va dire, les savoir-faire artisanaux, des techniques plutôt de peinture, eh bien, on ne fait pas trop la différence entre beaux-arts, ce que nous on appelle les beaux-arts, donc c'est un concept occidental, et l'art artisanal. On va le voir, c'est assez important, notamment dans ce qui se vend sur le marché japonais. Donc c'est à l'occasion de l'exposition universelle de Vienne qu'il va y avoir la volonté de militer de la part des Japonais pour inscrire leur art, non pas dans des arts décoratifs, mais bien dans des beaux-arts. Donc ça, c'est vraiment une logique de reconnaissance. Et il va y avoir deux styles qui se distinguent, qui sont encore présents aujourd'hui. On va parler d'un style yoga, qui est le style de peinture occidentale. Et donc, on va avoir, dès le 19e siècle, eh bien, des artistes qui vont aller s'installer pendant la période de l'impressionnisme du côté de Fontainebleau, de Barbizon, et qui vont peindre comme les impressionnistes, avec des techniques de peinture à l'huile aussi. Et donc, on a ce style qui est très important et qui existe toujours. Et puis, il y a le style Nihonga, qui est le style japonais. Alors, le style japonais a besoin de se définir au moment de l'internationalisation et au moment, en fait, où il y a un nouveau style, le style occidental, qui apparaît sur le marché japonais. Ainsi, il y a constamment une conscience d'un style international et d'un style national qui cohabitent sans pour autant toujours de manière qui cohabitent sans que ce soit toujours étanche, hein, bien sûr, mais il y a vraiment encore une structuration ce que j'appelle une dichotomie, ou en tout cas deux pôles qui existent. On parle même, alors on va un peu plus loin et on voit que cet échange, il est privilégié avec la France. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. S'il y a le japonisme dans les années 80, qui suivent hein, en fait l'exposition universelle et l'ère Meiji, c'est-à-dire le japonisme, c'est le fait d'avoir des estampes qui enveloppent, qui sont sur des feuilles de papier journal, qui enveloppent les bibelots. Et puis, vous avez Monet, Manet, Cézanne qui vont en fait s'inspirer fortement des estampes qu'ils voient. Et ça va donner un courant qui est le japonisme. On pense notamment à la japonaise de Monet. Eh bien, il y a un francisme, d'une certaine manière, et ce sont les mots d'Atsushi Mira, professeur à l'Université de Tokyo, qui parle d'influence miroir. Eh bien, à la même époque où vous avez des Japonais qui vont se former aux techniques occidentales. Et on voit, au début du XXe siècle, une énorme consommation de collections, enfin, de consommation d'art français et une consommation des grands maîtres français du XIXe siècle. Ça vient quand même structurer la sensibilité et donner une forme, on peut dire, d'influence symbolique ou de prestige à la France, mais on peut aussi voir qu'il y a une forme de fascination de la part des Français pour le Japon. Et donc cette sensibilité a été fondée par le dialogue et une forme de miroir où il y a des emprunts tout en gardant d'une certaine manière des traditions qui peuvent exister de manière parallèle. Ça, c'est pour parler un petit peu de la sensibilité. On va voir qu'il y a
ça va influencer les achats. Cette sensibilité, elle est associée aussi à des concepts qui sont structurants et qui infusent aussi en Occident. On parle de tout, pour vous parler de 3 concepts, mais on le voit, hein, dans les réflexions actuelles de l'art contemporain ou de l'art en général, et je me réfère notamment à la conférence sur l'état des lieux du marché de l'art en 2025. Vous allez le voir que ces concepts, japonais, en fait, sont à l'œuvre sur le marché de l'art français ou occidental. Il y a le concept de ma, c'est-à-dire le vide, l'interstice qu'il y a entre deux bords, qui serait ce vide où on peut parler aussi d'abri, de creux, où tout est possible. Eh bien, ce vide est très important dans l'art japonais, ce concept de vide, de ma, on va le voir, on le retrouve dans certaines œuvres. Donc, le vide comme étant un potentiel et un devenir. Il y a aussi le wabi-sabi. Il y a notamment un salon en France qui s'appelle Wabi-sabi. Et on voit qu'il y a une grande tendance du wabi-sabi. Et la Villa Kujoyama, notamment, a accueilli des artistes qui ont parlé du wabi-sabi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, de manière très simple, hein, très, très raccourcie, c'est l'art de l'imperfection avec une qualité à apporter au temps qui passe et qui s'imprime, se marque sur la matière. Il y a ensuite le Mingei. Eh bien, le Mingei, c'est un savoir-faire artisanal. L'idée étant, c'est proche du mouvement Art and Craft de William Morris. L'idée est que l'objet peut être utilitaire, beau et durable. Eh bien, ces concepts, on les retrouve, sont des tendances de l'art contemporain, puisqu'il y a un retour du savoir-faire. Alors, on pourrait avoir des débats sur le sujet, mais on voit que dans beaucoup de salons d'art contemporain, on va retrouver eh bien, quelque chose de l'ordre du wabi-sabi à travers l'art and craft, à travers des objets design, et des œuvres d'art qui peuvent être très, très sobres, très, très épurées. Ça peut nous faire penser au mât. Et ça vient évidemment, il y a une interpénétration en fait de ces concepts, ce qui fait qu'il y a une sensibilité qui peut être proche, tout en étant, on l'a vu, très différente, puisqu'il y a bien un style purement japonais qui s'appelle le Nihonga. Alors, il y a donc, et là je prends un style, ce qu'on avait vu, ce que vous voyez à l'écran, c'est une œuvre de Kuroda Seiki, donc un des grands artistes du style yoga, donc du style occidental, qui faisait partie de la colonie d'artistes de Grès-sur-Loing, et qui fait cette œuvre, qui a été aussi un artiste impressionniste. Il y a une faible distinction donc entre les métiers d'art et les beaux-arts. Il y a un intérêt pour la céramique, et ça c'est plutôt traditionnel, puisque le Japon a exporté avec la Chine, à travers des colonies hollandaises, énormément de céramique et de porcelaine, et vous allez le voir, il y a énormément de résidences toujours de céramique. La sculpture est très présente, et la peinture à laque est aussi très présente. Alors ça, ce sont des achats qui se font. On voit quand même d'autres styles de peinture qui existent évidemment, et de photographie. Mais on va retrouver une sorte de tendance sur ces 3 médiums. C'est ce qu'on vous pourrez voir notamment dans la base de données qu'on a fait, puisqu'on a fait, on vous met à disposition toute une bibliographie d'articles et de ressources. Et cet article, c'est la catégorisation des acheteurs d'art contemporain au Japon en 2024 par Wasano et Onishi. Il faut quand même parler aussi, évidemment, de l'estampe. Il y a une faible distinction aussi entre la copie et l'original. C'est-à-dire que au Japon, c'est moins important que ça ne l'est en France. C'est-à-dire qu'il y a une distinction très forte en France, mais ça, c'est moins important et on le voit. Alors, l'estampe ne fait pas partie des arts nobles, on va le dire, au Japon, historiquement. Hein, ukiyo, ça veut dire les impressions du monde flottant. C'est plutôt originellement des impressions, des gravures sur bois. Mais ça va donner le manga. Évidemment, je fais des sauts importants et on voit que c'est très, très important et ça s'exporte énormément. Ça s'est exporté dès le 19e. Donc, voilà un petit peu pour les sensibilités, une sensibilité au savoir-faire, au talent, à la laque, ça c'est quand même très particulier, à la céramique et à la sculpture. Et il va y avoir aussi quelques photographes, mais ça reste secondaire. Alors, on continue. Alors voilà, il y a aussi une carte
qu'on peut retrouver de la sensibilité, qui est des cartes de sites de vente en ligne comme Markspert qui en publient régulièrement. Celle-ci date de 2023 à peu près, mais on le voit qu'au Japon, eh bien, la sculpture animalière, vous le voyez, est ce qui est le plus demandé. Donc là aussi, ça donne des indications pour pouvoir eh bien, diffuser son travail au Japon. Alors, en rentrant un petit peu plus dans le détail, une fois qu'on a compris cette idée, cette fabrique de la sensibilité, ces quelques concepts, le mâle, le wabi-sabi pardon, j'ai un trou de mémoire, je reviens en arrière, et le mingei, bien sûr, parce qu'il y a d'autres concepts aussi qui sont importants qu'on pourra voir et que vous pourrez utiliser dans vos démarches si vous travaillez sur certains appels à projets qui correspondent à votre démarche. Eh bien, on va aller sur le marché japonais. On va rentrer un peu plus dans le détail. Et vous voyez, pour, pour introduire un peu le marché japonais, je pourrais vous parler d'En Iwamura, Still Dreaming de 2021, qui utilise le creux, le vide dans ses sculptures et qui revendique le concept de Ma. Ce sont des œuvres qui se vendent au Japon et à l'international. Et au Japon, l'œuvre est toujours un peu moins chère quand elle est faite par un artiste japonais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Japon a commandé en 2024 à Claire Andrews un état des lieux du marché de l'art japonais. Alors voilà ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a eu un avant 1990 où à l'époque, des riches industriels japonais pouvaient acheter des Van Gogh pour 82 millions de dollars, et puis il y a eu une bulle économique qui a éclaté et qui a mis à mal le marché japonais. Aujourd'hui, ça représente 1% du marché mondial, donc ça reste quand même très petit. Et ce n'est pas, je trouve que le volume d'échanges économiques n'est pas à la hauteur de la fascination que peut avoir le Japon pour la France et la France pour le Japon, au vu de l'histoire qu'on a brossée à grands traits tout à l'heure. Il y a tout de même une croissance de 11% sur les 4 dernières années, alors que le marché, normalement, est assez stable. Le marché de l'art est assez stable, normalement, au niveau mondial. Ce qui veut dire que beaucoup de galeries internationales s'installent au Japon, comme Perrotin, donc il y a quand même un intérêt. Et on retrouve là aussi un profil de pays qui est proche de celui de la France. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de galeries d'art en France qu'au Japon. Elles sont aussi toutes concentrées plutôt à Tokyo, un peu comme à Paris, et on a à peu près le même nombre d'artistes plasticiens déclarés au Japon, un peu plus, 47 000, et en France, 44 000. Vous voyez, c'est très proche. On voit aussi une opposition encore plus marquée qu'en France entre la ville et la campagne. Et tous ces critères-là, on va le voir, vont être intéressants, que ce soit la sensibilité, que ce soit cet état du marché, pour formuler un projet, ou en tout cas essayer de comprendre comment on peut travailler avec le Japon. Alors le profil du collectionneur par rapport à la moyenne, là aussi, est un peu particulier. Vous voyez l'œuvre d'Alain Willaume, L'Hésitante 2004. Alain Willaume qui est en résidence à la Villa Kujoyama en 2024. Donc la Villa Kujoyama, c'est une résidence qui est, je ne vais pas en parler beaucoup parce que finalement, elle concerne peu de résidents. C'est une résidence de l'Institut français qui est assez connue et Alain Willaume a utilisé le thème du wabi-sabi comme thème de sa recherche à la résidence. Eh bien, par rapport à la moyenne, l'achat se fait beaucoup moins en ligne au Japon et beaucoup moins dans les foires. C'est-à-dire qu'on vient acheter directement à la galerie. L'écart est assez grand, en gros, dans les foires, c'est à peu près, non, de mémoire, je crois que c'est 30% sur le marché mondial, une personne vient acheter en foire. Là, on est à peu près à 10%. Il faudrait reprendre plus en détail l'article vers lequel je pointe. Ensuite, eh bien, il y a aussi une importance de la relation directe, aussi bien vous avec les acteurs du marché sur place. Donc, il y a une importance de la relation directe, en fait, avec l'acheteur ou même avec quelqu'un qui pourrait vous mettre en relation avec des acheteurs. Parce que beaucoup de collectionneurs refusent des intermédiaires et refusent l'intermédiation.
Ainsi, on voit aussi qu'il y a énormément d'achats. Alors là, les chiffres sont assez précis. 84% des acheteurs japonais achètent au Japon. Donc là, on a quand même quelque chose un chauvinisme qui n'est pas étonnant, puisqu'on voyait qu'il y avait un style important, hein, du style japonais, Nihonga. Alors, là aussi, c'est très proche de la France. On a des prix français. Et c'est ce que veut dire Claire Andrews quand elle dans le marché de l'art japonais en 2024. Si l'on considère plus particulièrement le marché japonais, il s'agit d'un marché très démocratique, ce qui veut dire en réalité que ce marché est sur les prix français, c'est-à-dire que vous avez la plupart des œuvres qui sont 80% des œuvres vendues aux enchères, donc c'est déjà une indication importante, sont à moins de 10 000 $, ce qui veut dire qu'en réalité, la majorité des œuvres se vendent aux alentours de 1 000 €. Si je résume et si je croise ces données avec des données empiriques, vous voyez. Eh bien, Linan Wang, qui fait partie de la galerie Mingei en France et qui expose aussi au Japon et qui est une japonaise installée au Japon, eh bien, propose des sculptures et on va retrouver alors là des prix qui peuvent être assez élevés, mais en réalité, qui ne sont pas des prix délirants par rapport à l'art contemporain. Et donc vous pouvez aller voir ce type de travail laqué. Et donc là, on voit pourquoi en fait, eh bien, cet artiste peut vendre à la galerie Mingei, qui est une galerie qui vend de l'art avec des techniques japonaises, et pourquoi elle expose aussi au Japon, puisqu'on retrouve la laque. Alors, une fois qu'on a mis ces prix, ces repères, l'importance de ces techniques, de la survivance, plus que de la survivance, mais de la vivacité des techniques japonaises qui sont encore enseignées, des techniques traditionnelles, l'ouverture quand même à un style occidental, mais qui ne vient pas se substituer au style national, eh bien, on a un écosystème qui convient de décrypter un petit peu pour pouvoir faire des propositions pertinentes quand vous êtes artiste et que vous souhaitez vendre au Japon. L'écosystème, et c'est ce que dit Marcel Fournier et Myrti Roxvalex dans Sociologie et société en 2002, dans l'article Art contemporain et internationalisation, dit que pour aller à l'étranger, il faut-il encore qu'il y ait un écosystème où il y a des acheteurs et des structures pour vendre. Eh bien, le Japon répond à ces critères, puisqu'on va retrouver dans cet écosystème tous les éléments qui sont cités. La capacité pour des galeries de faire connaître des artistes locaux et d'exporter leurs œuvres à l'étranger tient largement au dynamisme du milieu lui-même. Les galeristes en sont conscients, il faut tout à la fois des institutions fortes, musées, écoles, des événements significatifs, expositions, foires, biennales, de bons artistes et le plus grand nombre de collectionneurs possible. Eh bien, on a un marché qui a tous ces éléments-là déjà structurés, avec une histoire, on l'a vu, qui, qui date évidemment au niveau international du XVIIe siècle, mais en réalité qui explose au XIXe et qui est encore très active. Je parle du dialogue. Alors pour ça, pour comprendre cet écosystème et essayer d'avancer, eh bien, je vous propose d'identifier quelques éléments de la politique culturelle japonaise qui pourraient être intéressants pour nous, artistes en France, basés en France, pour pouvoir aller au Japon. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est une œuvre du courant Mono A, qui veut dire l'état des choses, et qui, c'est ce qu'on va faire, on va essayer de déterrer, si je peux faire des comparaisons, des parallèles avec le thème. Eh bien, cet état des choses, c'est l'idée qu'a Nobuo Sekin et qui va initier ce mouvement jusque dans les années 75, qui est de dire que la matière elle-même, eh bien, est artistique, a des choses à dire de manière pure. Ça revient peut-être aussi à cette idée du vide, ce mouvement Ma, ce concept Ma, qui est un concept qu'on a nommé très tardivement dans le mouvement artistique au Japon, donc c'est assez contemporain. Mais c'est cette idée-là, ce parti pris des choses, si je paraphrase Ponge, qui est de dire que la matière elle-même a une valeur artistique.
Et ça, on le retrouve évidemment dans des mouvements très contemporains et notamment dans l'éco-art. Vous voyez, en fait, énormément de concepts dans l'art contemporain, mais aussi dans les pratiques, viennent d'un dialogue avec le Japon. Alors, la politique culturelle japonaise, d'une certaine manière, elle est un peu dans une logique de soft power à la française. Alors, pas tout à fait, mais un petit peu. C'est-à-dire qu'on va avoir une agence des affaires culturelles du gouvernement du Japon qui a pour but la promotion de la langue et de la culture japonaise à l'international en respectant, en essayant de préserver des savoir-faire traditionnels et en faisant des collaborations avec des artistes internationaux. Et ça, on le voit aussi au niveau local, au niveau régional, à travers le programme régional de la Japan Foundation, qui a à peu près le même objectif. Et donc, vous allez voir, il y a énormément, c'est ce qui permet de comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, les échanges qui existaient depuis au moins le 19e siècle de manière très structurée, des échanges d'artistes, eh bien, il y a une continuité de ces échanges-là. Il y a une continuité de cet habitus culturel, si je puis dire, de ces usages. Eh bien, pour le Japon, favoriser les échanges entre artistes japonais et internationaux, c'est-à-dire américains, européens, eh bien, c'est très important et ça vient participer du rayonnement du Japon. Ainsi, vous allez avoir tout un réseau de résidences extrêmement bien structurés et très nombreux, beaucoup plus nombreux qu'en France. Ça, c'est quand même quelque chose qui est impressionnant. C'est-à-dire que je n'ai pas pu alors vous retrouverez, tous ces liens sur, le site, de Topo, dans la base de données, mais c'est vraiment impressionnant. Il y en a à peu près partout, dans toutes les villes. Alors, certaines villes on va les appeler des villes créatives, des creative cities. Il y a même des îles qui sont, des îles artistiques. On va revenir sur ce sujet, mais il y a énormément de résidences. Alors vous avez, RJ qui est la plus grande résidence, plus grand réseau de résidences en fait au Japon, Micro Residence Network, Move Art Japan et Artist Run Alliance qui listent énormément de lieux, de festivals, d'appels à projets, mais plutôt de résidences sur lesquelles vous pouvez candidater et certains artistes de topo y sont allés d'ailleurs. Alors là, j'ai pris l'exemple de Yukobo Art Space. Vous pouvez aussi regarder, en plus de ces résidences qui sont, encadrées pour la plupart par l'agence, culturelle du Japon, vous avez un réseau d'ambassades, d'alliances françaises et un institut français au Japon, ainsi qu'un réseau européen qui, finance la venue d'artistes français et je vous renvoie vers ce document, qui est un document qui date, hein, de 2005 mais qui est encore, actuel, puisque j'ai testé certains liens, que vous avez dans la base de données de Topo, qui est le programme de résidence et bourse artistique au Japon. Vous en avez énormément. Et vous voyez, on voit énormément de résidences plutôt pour la céramique, là aussi, mais aussi des choses d'aquarelle, du livre imprimé, du papier. Donc voilà, on voit en fait à chaque fois, et on le verra dans les appels à projets, que certaines thématiques techniques, si je puis dire, comme le kintsugi, le papier, reviennent beaucoup au Japon. Alors, vous pouvez aussi aller sur le réseau européen On the Move et trouver des appels à projets, notamment pour participer à des résidences lors de biennales. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se fait énormément. Ainsi, les résidences fonctionnent en réseau et c'est vraiment une bonne manière, peut-être la manière de rentrer en contact avec le Japon pour créer des liens sur la durée. On va le voir, en fait, c'est un grand sujet qui revient beaucoup, c'est la patience au Japon, qui est très importante et qui est très valorisée. Ça s'exprime par de multiples proverbes. Peut-être qu'il y a des personnes japonaises qui peuvent en témoigner. Les résidences fonctionnent énormément en réseau. C'est une manière aussi de rencontrer des curateurs. On retrouve le même profil de curateur, à ceci près que le curateur est aussi un technicien au Japon. C'est-à-dire qu'il aide à monter. Alors c'est le cas notamment
la résidence Niashiatsu International Art Village, do durant laquelle un des artistes de topo a a été en résidence pendant quelques mois. Ces résidences, ce sont beaucoup en milieu ruraux. Alors, les résidences ne sont pas rémunérées, c'est-à-dire que vous ne serez pas payé forcément pour rester, mais vous serez nourri, logé, déplacé. Et il est possible de faire des candidatures spontanées parce qu'il y en a énormément. Alors, ça peut être intéressant dans le cadre d'une tournée au Japon de commencer par une résidence et là encore, cibler une technique, cibler une réflexion sur des concepts japonais qu'on introduirait en fait dans sa démarche artistique. Eh bien ça, ce sont des choses qui sont très valorisées au Japon et notamment par les institutions publiques et même par ces résidences qui sont en milieu rural. Alors, c'est peut-être ça l'intérêt aussi de cette réflexion, c'est de voir qu'il y a peut-être aussi un mince défilé entre 2 styles. Le style pop kawaii que vous voyez de Akashi Murakami, donc ce style joli, pop du Japon et le vide, l'ascétisme d'Hiroshi Sugimoto, le photographe qui, propose, eh bien, là aussi, un éloge du vide d'une certaine manière. Ce qu'on a vu dans d'autres images. Eh bien, il y a effectivement une tension entre le vide et le plein au Japon, mais il y a aussi un rapport beaucoup plus populaire, pas au sens du pop, mais au sens du rapport à l'art et qui n'est ni quelque chose de, surdynamique, à l'image du pop, ni quelque chose de vide, une esthétique du vide. Dans les politiques culturelles, on s'aperçoit que les biennales, les festivals d'art, eh bien, sont et c'est ce que dit, Clélia Cerny, qui a beaucoup écrit sur le Japon, sont en réalité des héritiers des matsuri, des festivités populaires liées à une localité et à sa communauté. Et ces festivals d'art, à partir des années 90, vont devenir, avant les musées, le moyen de diffuser de l'art et de redynamiser les campagnes. Puisqu'on avait dit qu'il y avait une opposition ville-campagne au Japon, il y a un Japon de l'endroit et un Japon de l'envers qui est complètement vide. Eh bien, cette idée d'utiliser l'art à travers des triennales, des biennales et plutôt des festivals d'art qui incluraient des actions très populaires et qui sont en fait, qui engagent toute une population, sont très présents au Japon et on va avoir associé à ce pendant de, redynamisation des campagnes par le festival ou par la biennale, énormément de parcs à sculpture. Donc on revient aussi sur ce qui est apprécié au Japon. Ça ne veut pas dire que si vous faites de la peinture, de la photographie ou de l'aquarelle, vous ne pouvez pas y aller. Attention, hein. Donc on va avoir des appels à projets qui concerne énormément de résidences d'artistes. On l'a vu que c'était un mode, plus que plébiscité, même, plus qu'en France, hein, et beaucoup plus qu'aux États-Unis. On va avoir quand même des appels à projets, donc des open calls que vous pouvez les regarder. Donc il y a des biennales, vous pouvez les regarder sur la Biennale Foundation, qui font des appels à projets, même pour des artistes qui ne sont pas connus, ou des appels à projets pour des festivals et vous avez aussi des festivals internationaux de photographie. Heu, un des festivals accessibles et sélectifs, c'est la Kyotographie, par exemple. J'ai repris aussi des appels à projets sur, l'art du papier du kintsugi dans Res Artist, vous retrouvez tout sur la base de données. Ainsi, l'approche que l'on pourrait avoir pour pouvoir aller au Japon, eh bien, on le voit, hein, je sais de fonctionner au projet. Je vous ai mis un exemple de guide pour déposer des projets auprès des institutions japonaises. Eh bien, c'est d'abord peut-être de réfléchir, vous, à votre projet, projet de recherche que vous pourriez avoir et qui dialoguerait, puisque c'est le thème qui structure nos échanges avec le Japon depuis le 19e siècle, eh bien, qui ferait dialoguer votre art avec l'art japonais. En identifiant les techniques, les thématiques qu'on a vues précédemment, eh bien, on va pouvoir collaborer et demander même des subventions au Japon pour pouvoir y accéder. Alors ces subventions se demandent à travers des associations japonaises, mais si vous avez des candidats, si vous intégrez des résidences, eh bien c'est totalement
possible, puisque la plupart des résidences sont structurées sous forme d'associations, un petit peu comme en France. Autre parallèle troublant, eh bien, il existe aussi, comme en France, un 1% artistique, où vous allez avoir 1% du budget de la construction d'un bâtiment qui est consacré à l'achat d'art. Alors, quel protocole, à l'image, on va essayer de ne pas trop s'embourber dans un protocole trop lourd pour pouvoir aller au Japon. Bien, à l'image de cette première exposition du Gutai, mouvement d'art contemporain qui sonne un peu le début de l'art contemporain au Japon, Shiraga Kazuo, performance dans la boue, eh bien nous, on va essayer de pas trop s'embourber. Et il y a d'ailleurs une forte critique de la part des critiques d'art japonais de ce mouvement, le Gutai, qui est un mouvement basé sur la performance et qui acte la fin de la peinture d'une certaine manière, comme si on avait tout dit en peinture et que maintenant il fallait traverser la toile. Eh bien, ce mouvement du Gutai était fortement critiqué au Japon, et même encore aujourd'hui, parce que ce qui est dit, c'est que les concepts occidentaux de beaux-arts, d'art contemporain, ne pouvaient pas s'appliquer au Japon de la même manière. Alors, quel protocole, justement, pour essayer de dialoguer, d'échanger sans se substituer, sans effacer les différences culturelles? Eh bien, allons-y. Alors, peut-être que le début, c'est de regarder cette base de données, la base de données de Topo. Vous allez avoir quelques salons. Alors, il y a des grands salons, des grands art fairs comme la Tokyo Art Fair, mais c'est quand même très difficile d'accès quand on n'a pas de galerie. Vous avez des résidences, j'ai mis plusieurs liens, des institutions, j'ai pris des guides de subvention à la mobilité pour trouver des aides pour pouvoir partir, quelques appels à projets et des associations d'artistes. Alors les conseils, c'est peut-être de se poser la question d'abord de son projet artistique. Est-ce que certains aspects de mon travail résonnent avec la culture japonaise? On peut se poser la question des concepts qui sont à l'œuvre dans votre démarche et reprendre à son compte les concepts que l'on a vus aujourd'hui. Il y a aussi des médiums, le papier, la laque, la céramique, la sculpture, qui sont importantes. Des techniques qui peuvent aussi être à l'œuvre dans des techniques, si on reprend des techniques de savoir-faire artisanaux dans son travail. Je pense notamment à certaines résistances de céramique. L'autre chose, c'est que pour pouvoir réussir à diffuser son œuvre dans un autre pays, il faut quand même, dans l'idéal, c'est plus dur quand on n'en a pas, mais dans l'idéal, avoir quelques liens avec des Japonais en France. Ça permet de comprendre, d'échanger. Est-ce que je peux aussi, je me pose la question, est-ce que je parle la langue? C'est aussi important. Et est-ce que je connais des artistes français qui travaillent au Japon? Si vous collez à ces critères, eh bien, vous avez plus de chances, d'une certaine manière, en tout cas, c'est plus avantageux de se poser cette question d'aller au Japon, sachant qu'il faudra aller plusieurs fois si vous voulez vraiment travailler au Japon. Ça doit être un lien privilégié. Pour ça, eh bien, si vous ne connaissez pas, il y a des comités d'échange franco-japonais qui existent en France et des associations culturelles, mais vous pouvez aussi très bien demander à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale a un groupe d'amitié France-Japon qui a pour rôle de favoriser les échanges. Et l'ambassade de France liste des associations françaises qui sont au Japon. Vous voyez, on peut s'appuyer pardon, sur le réseau franco-japonais. Alors ensuite, à partir de cette base de topo, eh bien, sans s'effrayer, à l'image de ce casque du samouraï du XVIe siècle, eh bien, on va lister les résidences et les galeries tremplins avec lesquelles je pourrais m'entendre en priorité. Ça, c'est vraiment quand vous n'avez pas de contact privilégié avec une galerie au Japon, parce qu'il y a peu de chances, en envoyant un mail à une galerie, que vous soyez repéré. Par contre, en répondant à des appels à projets, en répondant à des appels à projets comme Kyoto, les Kyotographies, par exemple, participant à des résidences ou en allant dans des galeries de détection, ce qu'on appelle des galeries tremplins, il y en a énormément au Japon, eh bien, vous avez plus de chances de rencontrer un curateur et d'être en galerie ensuite. Alors, on va ensuite identifier une zone géographique du Japon précise et
on va essayer de réfléchir au code culturel. C'est est-ce que vous avez quand même une petite, information sur les codes culturels en place? Est-ce que des liens, personnels préexistent avec, les Japonais? Et est-ce que dans votre histoire, vous avez une clientèle étrangère ou japonaise en France qui est préexistante? Vous pouvez aussi identifier des aides au financement de la mobilité, au moins pour trouver un billet d'avion qui pourrait être pris en charge. Donc on va, privilégier, tant que se peut, des appels à projets ou des aides. Vous pourrez regarder le guide à la mobilité d'On the Move que j'ai mis sur, la base de données Topo pour pouvoir y aller. Alors, on va essayer d'être, voilà, en faisant ça, on va pouvoir, eh bien, avancer. On va aussi, essayer dans l'idéal une expérience test de courte durée. C'est-à-dire que c'est important. Alors, le problème du Japon, c'est que c'est très loin. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir rester, enfin, c'est une expérience test de courte durée dans le sens où vous n'allez pas rester, 1 an, mais je dirais que c'est quand même important de rester au moins 1 mois. Ça, c'est quand même difficile. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en résidence. Heu, Ensuite, sur place, vous pourrez trouver des intermédiaires, des partenaires et surtout d'autres artistes. Dans le même temps, entretenir une présence digitale va être assez importante, c'est-à-dire peut-être de publier un petit peu en japonais, même si aujourd'hui, sur, Instagram, il peut y avoir des outils de traduction, mais les traductions japonaises ne sont pas toujours, les plus précises quand c'est automatique. Donc on va quand même essayer d'avoir une présence digitale et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un web japonais qui est complètement différent, en fait, du web, occidental et donc c'est quelquefois difficile, d'être présent. Encore une fois, de toute façon, le plus important, c'est de trouver des personnes sur place avec lesquelles travailler et c'est pour ça qu'il faut quand même rester, au moins 1 mois et prévoir de revenir plusieurs fois. En faisant ça, eh bien, on va pouvoir quand même aller un petit peu plus loin et commencer à diffuser. Ce qui est compliqué, et ce qui n'est pas possible, là, j'aurais pu aussi, je terminerai là-dessus, mais j'aurais pu aussi le dire, c'est qu'on voit que finalement les achats ne se font pas en ligne au Japon, en tout cas les achats d'art et donc on peut se poser la question si c'est vraiment nécessaire de faire une prospection en ligne en envoyant ses portfolios, comme on pourrait faire en France. En réalité, on est obligé de se déplacer et donc c'est plutôt dans cet angle-là, de cet aspect-là que ça pourrait être intéressant, d'y aller et je terminerai sur, ce proverbe japonais: «La poussière devient montagne» et je suis incapable de vous le lire en japonais, mais je vous assure, c'est du japonais. Eh bien, la patience est le maître mot, au Japon et je dirais même dans l'art. C'est-à-dire que la persévérance, le fait de répéter des actions petit à petit, va faire qu'à un moment, ça peut se produire. Alors, dans une réflexion, s'il faut aller au Japon ou pas, je dirais qu'on peut échanger avec le Japon, que le Japon, en dehors d'un aspect purement commercial, a des choses, apporte des choses à la scène artistique mondiale. Et on l'a vu dans le panorama de l'histoire de l'art japonais qu'on a fait par bribes aujourd'hui. Donc là, il y a un échange qui est important, et ça se fait plutôt d'égal à égal contrairement à d'autres sphères où les États-Unis ont tendance à imposer leur style au reste du monde, en tout cas à l'art mondial. Là, on voit qu'il y a en fait un échange avec l'Occident et avec l'Europe qui se fait plutôt d'égal à égal et qui est intéressant. Mais dans tous les cas, c'est vraiment la patience, c'est-à-dire le fait de revenir plusieurs fois, d'investir du temps pour aller au Japon, qui va faire qu'à un moment, par les connexions interpersonnelles qui sont très, très importantes, qu'il va y avoir, une exposition dans laquelle vous allez pouvoir vendre vos œuvres et des galeries avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Bien sûr, ces mots, merci. Alors, Linan Wang est un nom chinois. Oui,
c'est une, c'est une, une chinoise qui est installée au Japon et qui utilise des techniques japonaises. Est-ce que le marché japonais est plus conséquent que celui de Chine? Non, c'est le second marché. Le marché chinois est plus important. On est sur un marché qui est en fait assez petit en réalité, qui est moins important que celui de la France. Il serait intéressant de connaître la dimension des œuvres achetées ainsi que les logements, sachant que les logements japonais sont très petits, qu'il y a peu de murs en dehors des cloisons légères. Effectivement, effectivement. Donc ça, je n'ai pas les infos. Je me demande si on n'a pas aussi Isabelle, des petits objets. La qualité des œuvres présentées dans les galeries japonaises de très haut niveau. Alors, oui, effectivement. Et pourtant, Muriel, on voit aussi, ça j'en ai pas parlé parce que je voulais pas trop dépasser le temps, j'ai déjà dépassé de 15 minutes, mais on a de ces galeries qui sont des galeries de très haut niveau technique, des grands magasins. Il y a une culture du grand magasin dans lequel il y avait des musées. C'est ce que je montrais, l'affiche du musée Seibu. En réalité, vous aviez des grands magasins un peu comme Lafayette qui avaient des galeries d'art et qui vendaient de l'art. Alors, ça se fait toujours un petit peu et les articles disent que le niveau est un petit peu plus bas que ce qu'on trouve dans les galeries. Cependant, ce sont uniquement des artistes japonais qui exposent. Petite nuance, le mât n'est pas tout à fait le vide. Effectivement, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un interstice dans lequel, c'est un interstice dans lequel il y a du mouvement. Voilà, et c'est vrai que c'est, plus complexe. Peut-on se débrouiller en anglais au Japon? Oui. Comment trouver des intermédiaires sans aller sur place? Alors ça, vous avez des choses très, ça, c'est une vraie question. Alors ça, pour moi, le seul moyen de trouver des intermédiaires, c'est d'aller dans des associations franco-japonaises, pardon, des associations culturelles en France pour pouvoir se renseigner et trouver des agents. Parce qu'il y a quelques agents en France, notamment entre Terre et Talent, il y a quelques années, qui exportaient du savoir-faire français au Japon et vice-versa. Donc, on a quelques experts. Ça, c'est très, ça existe, mais on va devoir quand même travailler plutôt avec des associations locales, ce que j'ai listé un petit peu, hein, que ce soit au Japon ou que ce soit en France, pour, pour trouver les intermédiaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se trouve pas pour moi sur Internet. Voilà. C'est un petit peu la difficulté. Alors, cela donne très envie, Manoli. Oui, c'est vrai, et je pense qu'il y a pour avoir vu des sculpteurs, des peintres et des photographes partir au Japon, et notamment un sculpteur qu'on a accompagné, c'est vraiment possible en réalité. Alors, il faut quand même investir sur son billet d'avion, ça c'est quand même assez cher. Mais après, Alain Quercia a trouvé, enfin, il est retourné au Japon, là, il est au Japon cette année, à nouveau, et il va avoir une exposition. Donc en réalité, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui est faisable parce que le modèle des résidences est beaucoup plus ouvert qu'en France et les festivals d'art sont beaucoup plus populaires, mais au sens de démocratique. Donc demain, vous avez accès, normalement, je demanderai à ce qu'on mette enfin, je le ferai ou je demanderai à ce qu'on mette la base de données sur le site de Topo. Et donc, vous pourrez regarder et peut-être trouver la résidence qui vous correspond ou l'association franco-culturelle qui vous correspond, ou même des bourses en allant fouiller dans les documents, sachant que, il faut préciser, vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts hein, pour faire toutes ces résidences. Ce ne sont pas les mêmes fonctionnements. Encore une fois, si vous le faites, il faut bien réfléchir à votre démarche et au projet que vous menez et partir avec un projet. Eh bien,
Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et à très vite. Au revoir.